Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, rendons-nous à Paris où les négociations autour d'un accord pour lutter contre le changement climatique mondial sont à une phase critique. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a présenté un nouveau projet au délégué pour que ce dernier soit utilisé comme la base d'un accord final vendredi. Une semaine et demie de discussions ont produit une version allégée mais encore floue d'un accord. Les négociateurs de 195 pays sont principalement divisés sur l'importance à donner à la réduction de la hausse des températures mondiales. Plus de 100 pays en développement soutiennent l'objectif de 1,5 degré après 2020, tandis que les plus gros pollueurs préfèrent 2 degrés, ce qui leur permettrait de brûler davantage de carburants fossiles. Et les opinions diffèrent sur la manière de payer pour cela. Malgré les divisions, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pense qu'il y a beaucoup de progrès réalisés. Il attend avec impatience l'accord final vendredi. D'abord, il est plus court. Il comporte 29 pages au lieu de 43, en incluant le projet d'accord et celui de la décision de la COP. Les analystes disent qu'une version plus courte d'un projet d'accord est un signe que les divergences diminuent. L'envoyé spécial de la Chine sur le changement climatique, Xie Zhenghua, est d'accord avec cela, mais souligne que ce n'est pas si simple. Il y a 3 problèmes au niveau ministériel qui doivent être résolus. Il y a la divergence, le capital et la force de travail. La solution à ces problèmes dépend du degré d'engagement de tous les pays. Xie ajoute que la délégation chinoise étudie le texte et qu'elle est déterminée à avoir un accord complet et équilibré qui bénéficie à tous. Nous évaluerons le projet avec les pays du BASIC sur la base d'une analyse et ensuite consulterons le G77 ainsi que les pays développés. Ce soir, nous aurons davantage de communication avec les principaux pays développés entre le Sud et le Nord. Nous nous efforçons de contribuer au succès de la conférence. Les négociateurs doivent arriver avec un nouveau projet d'ici jeudi après-midi et avec le temps qui passe, la pression est forte. Les négociations pour un accord sur le climat sont en cours. Un accord pourrait être atteint d'ici vendredi. Plusieurs négociateurs affirment que la Chine joue un rôle constructif dans les étapes finales. Certains vont même jusqu'à dire qu'un plus grand crédit devrait lui être accordé et que la Chine ne devrait pas jouer le rôle de bouc émissaire. Cette dernière appelle à plus d'efforts pour parvenir à un accord final. La Chine tente de fournir un rythme politique positif aux négociations sur le changement climatique. Et dans le même temps, la Chine réforme son secteur de l'énergie pour arriver à une économie à basse intensité de carbone, ce qui est important pour les émissions chinoises et pour les émissions mondiales. Ainsi, c'est la raison pour laquelle je crois que la Chine doit être mieux vue de la part des groupements environnementaux et énergétiques. Ils utilisent ce qu'ils ont dans leur pays pour soutenir leur développement économique. Les pays développés doivent cesser de faire de la Chine un bouc émissaire. Ils doivent accepter la pleine responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes et parvenir à un accord. Je pense que les négociations sont un processus de réalisation de compromis. C'est donc notre espoir de voir toutes les parties concernées à cette étape avancée des négociations, être prête à faire des compromis pour parvenir à un accord final. La toute première usine de traitement des eaux usées chinoise a été construite à Shanghai en 1927. À la fin de l'année 2014, on comptait plus de 5000 usines sur le territoire chinois. La protection de l'environnement est désormais l'une des priorités du plan de développement du pays. Reportage dans une usine de traitement des eaux usées de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Voici les eaux usées émises par un peu moins d'1 million de foyers à Chongqing. Et voici la même eau après divers traitements biologiques, dont l'utilisation de micro-organismes destinés à éliminer les matières organiques. L'eau sera ensuite rejetée dans le fleuve Yangtze, le plus long cours d'eau de Chine. Le directeur de l'usine confirme que les techniques de traitement se sont beaucoup améliorées avec les années.
Auparavant, nous transportions des tonnes d'eau usée dans des sites d'enfouissement et les coûts étaient très élevés. Ensuite, nous avons utilisé la technique de digestion des eaux et des technologies d'assèchement. Les eaux sales sont transformées en une ressource que l'on peut utiliser dans des cimenteries et on en tire des bénéfices financiers. L'usine sino-française de traitement des eaux de Tangjiaotuo est l'une des nombreuses usines que l'on peut trouver le long du fleuve Yangtze. Les gens qui vivent en aval dépendent de l'eau de la rivière, ils la boivent et s'en servent pour cuisiner. L'usine traite chaque jour plus de 400 000 tonnes d'eau. En plus du traitement des eaux usées, nous traitons également les déchets solides tels que les rebuts d'incinération et les déchets urbains en général. Nous fournissons de gros efforts pour garantir la propreté des sols. La région de Chongqing appartient à la zone du réservoir du barrage des Trois Gorges. Nous faisons de plus en plus attention à la protection de l'environnement. Les experts affirment que la protection de l'écosystème aquatique n'est qu'une toute petite partie du plan de protection environnementale de la Chine. Dans le projet récemment publié du 13e plan quinquennal, l'accent a été mis sur l'utilisation des énergies propres, des transports plus écologiques et le contrôle des émissions de carbone pour les industries lourdes. Le pays compte presque 5000 usines de traitement des eaux usées. 90% d'entre elles sont utilisées tous les jours et nous devons nous assurer qu'elles fonctionnent efficacement. Pour ce faire, nous devons renforcer la direction de toutes ces usines et celles qui se trouvent en zone rurale doivent être mises à jour tout en faisant attention à la pollution venant du bétail et des producteurs volaillers. Depuis quelques années, les efforts produits par la Chine ont payé. En 2014, la consommation énergétique et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB n'étaient plus que le tiers de ce qu'elles étaient en 2005. La protection de l'environnement est une mission qui est toujours en cours. Garder un environnement propre est une tâche qui ne bénéficiera pas seulement à notre génération, mais aussi aux générations futures. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a participé à la 5e réunion ministérielle du cœur de l'Asie, processus d'Istanbul à Islamabad. Il a pressé tous les pays concernés à stimuler davantage leur coopération pour les efforts de paix et de reconstruction de l'Afghanistan. Nous espérons que toutes les parties puissent participer à la reconstruction de l'Afghanistan et aider les Afghans à stimuler leur économie le plus tôt possible et améliorer le niveau de vie du peuple. Nous espérons que le gouvernement afghan maintienne les discussions de paix avec les talibans. La Chine continuera à fournir son aide. Nous espérons également que les États-Unis, partie importante, puissent jouer un rôle positif et constructif dans ce processus. Bien évidemment, toutes les parties doivent respecter la souveraineté de l'Afghanistan et les aspirations de toutes les parties concernées. La procédure de 4 ans s'axera principalement sur la paix, la sécurité et le développement économique de l'Afghanistan. Wang Yi a également demandé un soutien au processus de réconciliation nationale de l'Afghanistan et au développement de l'indépendance du pays. En marge de la réunion, le ministre chinois s'est entretenu avec le président afghan Ashraf Ghani. Wang Yi a déclaré que la Chine continuera de soutenir le processus de paix afghan. La Chine souhaite également participer à la reconstruction de l'Afghanistan. M. Ghani a remercié la Chine de son soutien et a exprimé le désir de la nation de joindre l'initiative chinoise d'une ceinture, une route. Il a également déclaré que l'Afghanistan souhaitait rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures à une date future. Lors d'une réunion séparée, Wang Yi a discuté des relations bilatérales avec le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. Ils se sont accordés sur la prochaine visite du président chinois Xi Jinping au Pakistan au mois d'avril prochain pour améliorer leur partenariat et clarifier l'orientation du développement. Ils ont également exprimé de fortes attentes sur le corridor économique Chine-Pakistan, projet complet de coopération. Merci de nous retrouver. Passons tout de suite à la seconde partie de cette édition. Aujourd'hui, la Chine, présentée par Jonathan. Bonjour. Bonjour Chélie. Quelle est la une de cette partie? Je vous propose aujourd'hui de commencer par parler du yuan et de ses fluctuations. Le taux de pivot de la monnaie chinoise, le renminbi, également appelé yuan, a reculé ce jeudi de 96 points de base à 6,4263 contre le dollar, selon les autorités chinoises.
Le yuan est autorisé quotidiennement à monter ou baisser de 2% maximum autour du taux pivot. Le taux pivot du yuan contre le dollar est basé sur le prix moyen offert par les opérateurs avant l'ouverture du marché interbancaire chaque jour ouvré. La Chine prévoit de lancer un système basique d'enregistrement sur les appels d'offres publics sur les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen au cours des 2 prochaines années. Une annonce faite mercredi lors d'une réunion régulière du Conseil des affaires d'État, présidée par le Premier ministre Li Keqiang mercredi. Le Conseil des affaires d'État attend désormais l'approbation de la proposition venant de l'Assemblée populaire nationale. Quels avantages et changements ce système apportera-t-il au marché boursier chinois? Tout de suite, plus de détails. La Chine prévoit de s'écarter de son actuel système d'agrément vers un système d'enregistrement visant à commercialiser ses marchés boursiers au cours des années à venir. Alors qu'on avance vers la mise en place d'un système d'enregistrement, les entreprises n'auront pas besoin d'approbation administrative, ce qui signifie que les listings seront commercialisés. En vertu de ce système, les entreprises de faible qualité seront poussées vers la sortie des marchés et les bonnes pourront y accéder. La circulation du marché y sera plus rapide que précédemment. La Commission de régulation boursière de Chine est désormais responsable de la révision et de l'approbation des introductions boursières. Les marchés boursiers passeront en révision les documents et décideront des introductions boursières proposées par les entreprises après que le système d'enregistrement soit opérationnel. Avec le système d'enregistrement, les entreprises qui veulent être listées sur les marchés pourront faire leur demande auprès des bourses. Ces bourses vérifieront l'ensemble des documents. S'il n'y a aucune violation ou condition non respectée, alors les entreprises pourront accéder au marché. Avec le système d'enregistrement, c'est au marché de décider si une entreprise a de la valeur. Et les marchés décideront du prix de l'action. Les analystes indiquent que le système d'enregistrement pourrait assouplir le faible approvisionnement des marchés boursiers, de même que certains rapports coûts-bénéfices élevés de petites et moyennes start-up enregistrées. Les analystes s'attendent à ce que la Chine voit une explosion des entreprises inscrites après la mise en place du système d'enregistrement qui devrait avoir un impact à court terme sur le marché. Mais il faudra du temps pour voir ce système contribuer pleinement au développement du marché. La Chine accélère sa réforme des entreprises d'État. Le Conseil d'affaires d'État a annoncé mercredi que l'accent sera mis sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des entreprises publiques. Ces entreprises ayant connu un peu plus de 3 années de pertes consécutives, ainsi que celles ayant des capacités de production excessives, seront autorisées à se déclarer en faillite ou à être vendues. Il est attendu que ces mesures permettent l'optimisation de la qualité des actifs d'État et l'amélioration de la performance collective des autres entreprises. Le Conseil d'État prendra d'autres mesures, dont celle d'encourager les innovations, d'améliorer la structure managériale et de faire avancer la réforme de la diversification des titres de propriété. Le chercheur Zhang Xiaochun de l'Académie chinoise de la gouvernance dit que ces mesures sont cruciales pour la croissance des entreprises d'État. La réunion du Conseil d'État a permis de discuter des moyens de surmonter les difficultés que rencontrent les entreprises d'État dans leur développement. Maintenant, il faut réaliser une percée. Les entreprises d'État qui ne respectent pas les standards nationaux de consommation énergétique, de protection environnementale, les normes de qualité et de sécurité et celles qui connaissent des pertes financières chroniques seront fermées. Les innovations des petites et moyennes entreprises privées sont plus adaptées au marché. Concernant les entreprises publiques, c'est un autre problème. Elles jouent un rôle d'appui à l'innovation. Elles devraient mettre en place des plateformes d'innovation pour soutenir la croissance des entreprises privées. À Stockholm, la capitale suédoise, qui est aussi la ville natale d'Alfred Nobel, le fondateur du prix Nobel, une nouvelle exposition vient d'ouvrir ses portes afin de présenter les portraits des lauréats de cette année. Parmi eux, la scientifique chinoise Tu Youyou. Une citoyenne chinoise fait partie de la liste des lauréats du prix Nobel de cette année. Tu Youyou est la 12e femme à avoir jamais remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine depuis qu'il a été créé en 1901. Avant la cérémonie de remise des prix, tout s'est rendu au musée Nobel à Stockholm afin de signer la chaise numéro 69 du café du musée, conformément à la tradition qui veut que tous les lauréats du prix Nobel en signent une. Jusqu'à présent, le musée qui a ouvert en 2001 a récolté plus de 230 signatures. Nous avons ces chaises dans le musée. Nous laissons tous les lauréats du prix Nobel les signer lorsqu'ils viennent ici. Donc si vous allez au café pour commander un café ou un thé et que vous retournez votre chaise, vous trouverez un autographe. Dimanche, tous les lauréats de cette année sont venus et Tu Youyou a signé celle-ci.
L'exposition comporte une donation de Tu Youyou au musée. Il s'agit d'un livre chinois sur l'artémisinine publié dans les années 70. Peu de membres de notre personnel sont capables de lire le chinois, mais certains d'entre eux ont étudié la langue et y parviennent. Il y a 2 ans, lorsque Mo Yan a reçu le prix Nobel de littérature, il nous a fait cadeau de ses œuvres complètes en chinois. Avec tous ces ouvrages à disposition, nous avons de quoi apprendre la langue. Cette exposition offre l'opportunité d'en apprendre plus sur le prix Nobel et son fondateur, ainsi que sur ses lauréats et leurs projets novateurs. Plus de 800 lauréats se sont vus remettre le prix Nobel. Chacun d'entre eux est présenté au moyen de son portrait et d'une citation. Et c'est la fin d'Aujourd'hui la Chine. Retrouvons Julie pour la fin du journal. Merci pour l'ensemble de ces informations et c'est aussi la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite programme sur CCTV Français.